Bonjour à tous. Merci d'être aussi nombreux pour cet atelier sur les services de paiement. Vous aurez deux séries de présentations, une par mes collègues de la CPR et une autre par mes collègues de la Banque de France. Et je vous propose de commencer tout de suite. Je laisse la parole. Oui, bonjour à tous. Alors, comme l'a dit Mathieu, la présentation sera divisée en deux grandes parties. La première partie qui sera plutôt côté ACPR et qui traitera de l'agrément, et une seconde partie, donc plutôt côté Banque de France, et qui se focalisera sur la sécurité des paiements. Je vous propose qu'on se présente déjà rapidement. Donc, pour commencer, moi-même, Alexandre Lambert, donc je suis analyste au sein de la direction des autorisations à la CPR, en charge de l'instruction des demandes d'agrément d'établissements de paiement, notamment. Bonjour à tous, donc moi je suis Paul Capocci, je suis le responsable du service dans lequel travaille Alexandre. Bonjour à tous, Yolène Fischer, je suis en charge côté Banque de France du service sur les moyens de paiement scripturaux. Et pour conclure, je m'appelle Wilmer Tiojan, je suis responsable du pôle surveillance en charge de justement regarder les points de sécurité de vos dossiers de demande d'agrément. Et donc pour commencer sur la partie agrément, je vous propose déjà de faire le point sur ce qu'est fournir des services de paiement. Et donc déjà à savoir que la fourniture de services de paiement implique majoritairement l'encaissement de fonds pour le compte de ses utilisateurs. Ça paraît assez simple comme ça à dire, mais c'est important au moment de qualifier les services régulés que vous pourriez éventuellement fournir. Et donc, il faut voir que l'établissement de paiement, on peut généralement, le prestataire de services de paiement qui va fournir des services de paiement, va donc se placer comme intermédiaire dans le cadre d'une opération de paiement. Il s'intermédie entre un payeur et un bénéficiaire. Donc, dès lors qu'on se retrouve dans ce schéma-là, on peut qualifier la fourniture du service de paiement. En revanche, voilà, 3 bullet points, dans le cadre d'une relation bilatérale entre un payeur et un bénéficiaire, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de service de paiement. C'est une bonne chose de le garder en tête pour savoir si oui ou non vous avez pour rôle de vous intermédier entre un payeur ou un bénéficiaire, ou si vous êtes vous-même l'un ou l'autre. Si je prends l'exemple, par exemple, d'un e-commerçant, la Fnac, par exemple, pendant longtemps, la Fnac s'est contentée de vendre des articles sur son site et donc jouer le rôle de bénéficiaire, tandis que vous étiez l'acheteur et donc le payeur. À un moment donné, la Fnac a décidé de vendre les produits de tiers sur son site et s'est donc positionné non plus comme bénéficiaire, mais comme intermédiaire, puisque lorsque vous achetiez des articles auprès de marchands référencés sur le site de la Fnac, vous versiez les fonds à la Fnac, qui encaissait les fonds pour le compte de ces marchands et qui ensuite rétrocédait ces fonds. Dans ce cadre-là, la Fnac était plus seulement un commerçant en ligne, en fait, elle se transformait en prestataire de services de paiement, ce qui impliquait pour elle de se mettre en conformité avec la réglementation relative aux services de paiement. Donc c'est important de garder ces 3 éléments en tête lorsqu'on parle de services de paiement. Et maintenant, je vous propose d'aller un peu plus dans le détail, de parcourir assez rapidement les services de paiement qui sont mentionnés dans le Code monétaire et financier. On ne va pas les revoir complètement dans le détail. Ce qu'il faut garder en tête, c'est que l'essentiel, c'est de bien avoir en tête ces 8 services de paiement, puisque la partie la plus importante avant de préparer vos dossiers d'agrément, c'est déjà de qualifier correctement les services de paiement. Lorsque vous demandez un agrément, quel qu'il soit, mais par exemple un agrément d'établissement de paiement, la CPR ne va pas vous agréer pour la totalité des services de paiement qui sont prévus dans le Code monétaire et financier, mais elle va simplement vous agréer pour les services de paiement que vous entendez fournir dans le cadre de votre activité. Et donc ça implique au préalable de bien comprendre l'activité qui est fournie d'un point de vue réglementaire et quels sont ces services qu'il faut cocher ou non, sachant qu'ensuite, si vous choisissez d'étendre cette activité-là, vous aurez tout à fait la possibilité de demander des extensions d'agrément sur d'autres services. Donc voilà, les 2 premiers services de paiement concernent les espèces, ils sont dédiés aux espèces, donc ce n'est pas les services de paiement qu'on voit le plus, évidemment, quand il s'agit d'agréer des fintechs, mais malgré tout, on s'aperçoit que pour certaines offres de services, ils sont utiles. Le service 1 en fait, concerne le versement d'espèces par un client sur un compte.
et le service 2, le retrait d'espèces à partir de ce compte. Vous aurez compris que ces deux services-là impliquent au préalable l'ouverture d'un compte de paiement par le PSP au nom de son client. Il est bon à savoir également que si vous retirez des espèces avec une carte de paiement, ce qui est quand même souvent le cas, vous verrez ensuite que ça implique la fourniture d'autres services de paiement liés à cet instrument de paiement. Et enfin, à noter également que les services de paiement relatifs aux espèces ne concernent pas uniquement les PSP qui disposent eux-mêmes d'un réseau physique, mais vous pouvez tout à fait fournir des services de versement ou de retrait d'espèces si vous vous rapprochez d'un partenaire qui lui-même dispose de ce réseau physique qui va permettre de mettre à disposition du client les guichets lui permettant d'interagir avec les espèces. On a ensuite le service 3, service de paiement 3, qui se décline en 3 sous-services qui est lié à l'exécution d'opérations de paiement. Donc ça, c'est des services qu'on voit beaucoup plus. Le service 3 concerne le prélèvement. Alors on l'a isolé puisque c'est le seul service de paiement 3 qui est lié au cash-in. Autrement dit, le service de paiement est fourni aux bénéficiaires et pas aux payeurs, puisque dans le cadre de l'exécution d'un prélèvement, en fait, c'est le bénéficiaire qui donne l'ordre à son PSP d'exécuter cette opération, tandis que le payeur, lui, se contente simplement de donner son consentement via la signature du mandat de prélèvement. Donc là aussi, c'est important à garder en tête, puisqu'il fonctionne assez différemment des deux autres services 3 qu'on va voir justement. Donc vous avez le service 3B et le service 3C qui concerne le paiement par carte de paiement et le paiement par virement. Autrement dit, si vous ouvrez un compte de paiement au sein d'un PSP, vous avez la possibilité d'exécuter des virements ou de réaliser des opérations à partir d'un instrument de paiement. Et ça qualifie la fourniture du service 3B et 3C par le PSP. Donc là, contrairement au service 3, on est sur du cash-out. Et par ailleurs, la fourniture du service 3B, donc paiement par carte de paiement, implique la fourniture d'un autre service, le service 5, que l'on verra ensuite, qui est le préalable, c'est-à-dire l'émission à proprement parler de l'instrument. Et là aussi, vous aurez fait le lien avec le service relatif aux espèces. C'est-à-dire que si vous souhaitez récupérer des espèces avec une carte de paiement, il faut au préalable que votre PSP ait émis une carte à votre nom, et ce qui constitue un service propre de paiement. Vous avez ensuite les services 4A, 4B et 4C qui fonctionnent comme les services 3A, 4B et 4C. Autrement dit, on est sur du prélèvement, du virement et de l'exécution d'opérations par carte. Simplement, ils sont liés à l'ouverture d'une ligne de crédit. Autrement dit, le PSP va fournir des services de paiement à ses clients et en parallèle va octroyer un crédit qui doit être lié à l'opération en tant que telle. Concrètement, ça correspond par exemple à l'émission d'une carte à débit différé ou la possibilité d'avoir un compte de paiement qui puisse être en position débitrice dans le cadre de l'exécution d'une opération. J'insiste sur le fait que le crédit doit être accessoire à l'exécution d'une opération. En tant que PSP, vous ne pouvez pas simplement signer un contrat de prêt avec un client. Il faut que ce prêt s'intègre dans le cadre de l'exécution d'une opération de paiement. Par ailleurs, vous voyez qu'il y a un certain nombre de conditions à respecter, notamment sur la durée et sur l'origine des fonds. Vous ne pouvez évidemment pas utiliser les fonds de vos clients pour financer ces crédits. Il faut que le PSP utilise ses fonds propres ou ait mis en place un dispositif de refinancement via, par exemple, un partenariat avec un partenaire bancaire. Et enfin, important à signaler, l'octroi de crédit implique des exigences de fonds propres supplémentaires calculées sur la base du risque de crédit. Donc là, il faut en tenir compte au moment notamment de préparer le business plan que vous pourriez adresser à la CPR. Enfin, deux services, les services 5 qui sont des services plutôt techniques, mais que l'on voit malgré tout souvent et qui sont généralement essentiels dans le cadre de l'exécution d'opérations de paiement. Vous avez le service 5A qui correspond à l'émission d'instruments de paiement, donc l'émission d'une carte par exemple. Le service est quand même plus large, hein, ça comprend tous les instruments de paiement. Généralement, ce sont des cartes de paiement, mais vous pouvez imaginer tout type d'instruments de paiement, faites preuve de créativité. Et le service 5B, acquisition d'opérations de paiement, donc qui est finalement un préalable à l'exécution des services 3, hein, c'est-à-dire que le service 5B correspond à l'encaissement de fonds et le crédit de ces fonds sur le compte de paiement de vos clients.
Et vous l'aurez compris, le service 5B est quasi toujours fourni dans la mesure où pour exécuter une opération de paiement, il faut au préalable que le compte de paiement dispose de fonds disponibles. À noter également que sur le service 5B, notamment dans le cadre des schémas des flux, il est essentiel que lorsque le PSP reçoive les fonds, ces fonds soient immédiatement crédités sur le compte de paiement de son client. Autrement dit, quand opérationnellement les fonds sont sur le compte de règlement du PSP, ils doivent apparaître dans le système d'information du PSP sur le compte de paiement qu'il tient pour le compte de ses clients. Ils ne peuvent pas être dans la nature ou directement en trésorerie du PSP. Et par ailleurs, un détail d'un point de vue prudentiel, la fourniture conjointe du service 5 et du service 3, autrement dit le chargement du compte de paiement et ensuite son déchargement dans le cadre de l'exécution d'une opération de paiement implique le doublement des flux de paiement pour le calcul des exigences de fonds propres, puisque je rappelle que dans le cadre de l'agrément d'établissement de paiement, vous devez disposer de fonds propres prudentiels qui sont calculés sur la base des volumes de paiement que vous exécutez, donc selon une formule savante qui est définie dans la réglementation. On a le service 6 qui est très particulier, qui correspond à la transmission de fonds. Donc là, c'est un service de transfert de fonds entre un payeur et un bénéficiaire sans ouverture de compte de paiement. Donc voilà. Et enfin, les deux derniers services de paiement qui sont, alors du coup, les deux services de paiement pour lesquels il n'y a pas d'encaissement de fonds pour le compte de tiers, puisque ce sont ce qu'on appelle les services de paiement type open banking, avec l'initiation de paiement et le service d'information sur les comptes. Donc voilà, maintenant qu'on a vu les services de paiement, donc voilà, je le rappelle, vous avez ces 8 services de paiement. L'enjeu pour vous est de savoir lesquels sont réellement fournis pour pouvoir présenter votre dossier à la CPR. Lorsque vous avez défini les services de paiement, l'étape suivante est de choisir le statut régulé le plus adapté à votre activité, puisque vous allez voir qu'il y en a plusieurs. Voilà. Donc, ça fonctionne comme des poupées russes, grosso modo. Au centre, on a le service de prestataire de services d'information sur les comptes qui ne permet de fournir que le service d'information sur les comptes. Et plus vous allez vers l'extrémité, plus on peut fournir de services. On a l'établissement de paiement qui, lui, est limité aux 8 services de paiement. L'établissement de monnaie électronique qui a la possibilité de fournir les 8 services de paiement plus d'émettre de la monnaie électronique. Et enfin, l'établissement de crédit qui, lui, a la possibilité de tout faire, en fait, de faire des services de paiement, d'émettre de la monnaie électronique, d'octroyer des crédits et, par ailleurs, de recevoir les fonds du public. Donc là, tout lui est permis, mais vous aurez compris que plus vous avez la possibilité de fournir des services et plus les exigences sont fortes. Donc choisissez bien le statut dont vous souhaitez disposer pour pouvoir fournir ces services régulés. Et enfin, on a 2 statuts un peu parallèles qui permettent également de fournir des services de paiement suivant des régimes un peu particuliers. Donc le statut d'agent de prestataire de services de paiement et les statuts d'exempté d'agrément qu'on va voir dans les slides justement. Donc pour revenir sur les agréments à proprement parler, chaque agrément est lié à des exigences distinctes, comme je l'ai dit, et notamment pour les établissements de paiement, puisque vous avez la possibilité d'être soit agréé en qualité d'établissement de paiement, soit d'avoir un agrément simplifié. L'agrément simplifié, vous le voyez, implique des exigences moindres, notamment l'absence de fonds propres, ce qui est quand même non négligeable. En revanche, il est assez limitatif, puisque vous êtes limité à un certain nombre de services de paiement et surtout, vous n'avez pas la possibilité de passeporter en Europe, ce qui est souvent rédhibitoire pour les fintechs qui, naturellement, souhaitent s'ouvrir à un marché plus large que simplement la France. Donc, comme je le disais, vous avez 2 statuts donc hors agrément, le statut d'agent de prestataire de paiement et le statut d'exempté. Donc, le statut d'agent concerne des sociétés qui souhaitent fournir des services de paiement sans agrément. Autrement dit, elles vont se rapprocher d'un PSP dûment agréé afin que ce dernier les mandate comme agents de services de paiement et fournissent en leur nom les services de paiement auprès de leurs utilisateurs. C'est assez utile pour les sociétés qui souhaitent se lancer assez rapidement sur un marché ou tester un marché, puisque c'est beaucoup moins coûteux et beaucoup moins long.
l'enregistrement d'un agent se fait en quelques semaines ou quelques mois, tandis qu'un agrément peut prendre pas mal de mois, voire plus d'un an. Donc c'est souvent un statut à privilégier pour les jeunes entités ou les entités qui souhaitent se lancer, et par ailleurs pour les entités qui fournissent des services de paiement sans pour autant que ce soit leur activité principale. Je pense notamment aux marketplaces, justement. Les marketplaces sont avant tout des marchands et sont assez éloignés de la réglementation en matière de services de paiement. Vous le voyez, il y a un certain nombre de critères en revanche à respecter, mais ces critères relèvent plutôt du PSP en tant que tel. Hein. Le PSP qui va enregistrer la société en tant qu'agent doit s'assurer que le rôle de l'agent se limite à l'un de ces critères, donc soit l'encaissement des fonds pour le compte de l'utilisateur, soit la participation à la fourniture des services de paiement, notamment le recueil et la transmission des ordres de paiement au PSP. Et enfin, le dernier régime, donc c'est un régime d'exemption. Autrement dit, vous n'êtes pas soumis aux exigences qui s'appliquent aux établissements de paiement. C'est un régime dérogatoire, mais pour en bénéficier, la société en question doit respecter l'un des deux critères, le réseau limité d'accepteurs ou l'éventail limité de biens ou de services. Par exemple, si je reprends de nouveau l'exemple d'une marketplace, puisqu'on a un paquet de marketplaces qui bénéficient de ce régime, si vous arrivez à prouver que sur votre marketplace, vous ne vendez que des biens très liés, autrement dit, si vous êtes très spécialisé, vous pourrez potentiellement fournir des services de paiement sans être soumis à la réglementation en matière applicable aux établissements de paiement, ce qui du coup facilite grandement la gestion. Et de plus, si vos volumes sont inférieurs à 1 million, vous n'avez même pas à aller voir la CPR. Donc vous pouvez vous lancer immédiatement, sans rien dire à personne, sans rien demander, tout en respectant quand même la position qui a été émise par la CPR. Et ensuite, dès que vous dépasserez le seuil de 1 million, là en revanche, il faudra aller nous voir. Donc c'est quand même important de vérifier que le critère s'applique bien, même en dessous de 1 million, pour ne pas avoir de mauvaises surprises lorsque vous dépasserez le seuil. Voilà pour ce qui est des statuts. Et maintenant, on peut passer à la procédure d'agrément. Très bien, merci à tous. Attends, je peux te prendre là. Merci. J'attire juste votre attention sur le fait, pour revenir à la slide d'avant, que la position 2022 P01 qui est mentionnée, on l'a mise à jour pas plus tard qu'au mois de juillet dernier. Donc je vous invite vraiment à aller regarder parce que ce sont des ajouts importants qu'on a fait dans cette position. Très bien. Donc les deux prochains points en fait, portent sur des éléments très opérationnels qu'on a pu voir au cours des différents dossiers que les sociétés ont pu déposer auprès des services de la CPR, et donc sont des éléments assez concrets qu'on souhaitait porter à votre attention si vous avez dans l'idée de venir déposer un dossier auprès de nous. On a, pour être tout à fait transparent, on a beaucoup hésité à parler de DSP3, qui est une actualité peut-être un peu plus pointue. Donc on ne l'a pas fait, mais si vous avez des questions, on sera heureux d'y répondre lors du moment d'échange. Donc sur la procédure d'agrément, alors l'objectif ici, c'est de vous rappeler en fait les étapes à respecter pour que cette procédure soit la plus fluide possible, tant pour vous que pour nous. Alors comment ça se passe? En fait, ce qu'il faut faire tout début, c'est prendre contact avec nous. Alors prendre contact avec nous, c'est un arbre à deux racines, un arbre de décision à deux racines. Si en fait vous n'avez absolument aucune expérience dans le domaine financier, que vous débarquez complètement, que vous avez un projet en tête, mais que vous venez par exemple plutôt des services informatiques ou de choses assez lointaines, des services de paiement, on vous invite très fortement à vous tourner vers nos collègues du pôle FinTech Innovation, parce que c'est eux qui pourront vous accompagner et commencer à vous initier à ce qui se passe dans le domaine des paiements, notamment via des supports pédagogiques qui sont disponibles sur notre site internet. Si par contre vous êtes issu du secteur financier et que vous êtes déjà accompagné par un conseil, chose qui vous est très fortement recommandé, c'est très très dur de mener un dossier d'agrément tout seul, donc on vous incite très fortement à avoir recours au service d'un conseil. Dans ce cas-là, vous pouvez nous contacter directement, nous, direction des autorisations, et on pourra commencer à initier le processus. Lorsqu'on a pu voir avec vous les grands contours de votre dossier, vous nous avez expliqué ce que vous voulez faire. En fait, là, ce qu'on va vous demander de manière très habituelle, et vous verrez, ce sont des messages automatiques, c'est une présentation assez consistante,
où on va vous demander d'expliciter les différents points de vos projets, notamment ce qu'a pu vous expliquer Alexandre juste avant, les contours juridiques du projet, les qualifications que vous avez apportées, les évaluations d'exigences prudentielles que vous avez faites, comment vous allez y répondre, les éléments de cybersécurité ou de sécurité des moyens de paiement que vous verrez tout à l'heure. Voilà, donc tout ça vous sera demandé et en fait il faudra nous présenter déjà un avant-goût de tout ça via cette présentation. On aura une réunion, que ce soit physique ou à distance, et on pourra parler de tout ça. Quand on reçoit cette présentation, on fixe la date du rendez-vous et on le fait et on se voit pour pouvoir permettre de lancer ensuite la procédure. Une fois qu'on a pu échanger sur le dossier, qu'on s'est parlé, qu'on a pu éventuellement corriger des points, parce que c'est très difficile d'avoir tout en ligne avec la réglementation du premier coup, là en fait vous pouvez commencer, on vous invite même à le faire avant cette réunion, à remplir le formulaire de demande d'agrément. Donc ce sont des formulaires, c'est un formulaire qui est disponible sur le site de la CPR. À avoir en tête que est toujours joint un formulaire d'agrément d'autres formulaires, par exemple pour les déclarations des dirigeants effectifs, des choses comme ça. Donc voilà, il faut bien remplir l'ensemble de ces formulaires. Et en fait, quand il sera complété, vous le chargerez sur le portail des autorisations de la CPR. Donc tout se fait de manière dématérialisée. On ne reçoit pas les dossiers par mail ou sur version papier. Et en fait, ce portail sera l'unique canal d'échange entre vous et nous. Donc, ensuite s'ouvre la phase d'instruction. Alors la phase d'instruction, c'est une phase d'échange entre la CPR et le porteur de projet. Au terme de cette phase d'échange, on déclarera la complétude. Alors il faut que ce soit assez clair entre nous. La complétude, on la déclare en toute fin de processus, parce qu'elle fait courir des délais. Et donc ça risque de mettre tout le monde en difficulté si on déclare la complétude trop tôt et qu'on se rend compte au terme du délai que, en fait, il manquait des documents et on est obligé de refuser votre dossier. Donc ça, c'est pas grave du tout. Il faut vraiment avoir ça en tête, mais juste, on ne déclarera pas la complétude de manière formelle ou formaliste quand on aura tous les documents. On va en profondeur et on s'assure que vous avez bien toutes les procédures qu'il nous faut. Comme vous le savez sûrement, en plus des délais réglementaires qui existent, nous sommes fixés des délais via la infraréglementaire, si je puis dire, via la charte FinTech. Globalement, ce que ça veut dire, c'est que quand vous déposez un dossier, le premier retour qu'on vous fait, on vous promet de vous faire un retour en moins de 3 semaines, et lorsque l'on est dans des phases d'échange, on vous répondra toujours en moins de 2 semaines. Voilà. Avec ces droits viennent aussi des devoirs de votre côté. Donc on s'attend aussi, et c'est fixé par la charte FinTech, que vous nous répondiez vite et on vous signale juste, parce que parfois voilà, les porteurs de projets ont tendance à être très pressés, et puis bon, il y a des difficultés qui apparaissent, il faut régler plein de choses, etc. Au bout de 3 mois sans nouvelles de votre part, on fermera votre dossier. Donc on vous incite à venir nous voir uniquement quand votre dossier est bien cristallisé, que vous avez tous les éléments nécessaires et que vous n'avez plus de grands trous béants dans le dossier. Mais ça, a priori, on l'aura vu au moment de la réunion de présentation. Donc, au terme de la phase d'instruction, c'est pas nous, direction des autorisations, qui décidons, malgré notre nom, c'est pas nous qui décidons de vous autoriser. Une décision d'autorisation, elle est toujours prise par le collège de la CPR qui est souverain. Donc, un collège de la CPR, il y en a un par mois. Donc, ça permet de rythmer, si vous voulez, les cibles et nos échanges. Si on loupe une fenêtre, il faut attendre le mois suivant. Et on a un rétro-planning assez fort, ça veut dire qu'on ne reçoit pas le dossier 2 jours avant le collège, parce que nous, on le remonte, il y a des circuits de validation interne. Donc, en fait, ces réunions mensuelles rythment les cibles de délai qu'on peut vous fixer, cibles de délai qui sont toujours prévisionnelles. On ne s'engage jamais sur des délais de passage, malheureusement. On ne sait pas de quoi l'avenir sera fait et on découvre toujours potentiellement des choses dans les dossiers. Une fois que le dossier est passé au collège, en fait, généralement, cette décision du collège, elle est assortie de conditions qu'on appelle suspensives. Les conditions suspensives, ça veut juste dire que le collège s'est prononcé facialement, formellement sur votre dossier, sur la base d'une note qu'on lui a remontée, mais ensuite, il faut nous apporter les éléments matériels définitifs qui ont été annoncés dans ce dossier. La plupart du temps, ce sont des signatures de contrats, par exemple, convention de compte de cantonnement, les contrats que vous avez avec des prestataires, des augmentations de capital que vous nous avez annoncées, sur lesquelles vous êtes engagés, mais dont on a besoin de voir la concrétisation. Donc voilà, toutes ces pièces, en fait, doivent nous être apportées dans cette période dite de levée des conditions suspensives, période qui est limitée à 1 an. Et lorsque vous avez levé et vous nous avez apporté toutes les pièces demandées, en fait, votre agrément devient définitif, on vous attribue un code CIB, et c'est bon, vous pouvez commencer votre activité. On vous fait juste un rappel aux personnes qui pourraient être dans la salle concernées par le processus d'autorisation. On comprend toujours l'empressement que vous avez à vouloir passer devant le collège. On a tout à fait conscience de ce que ça implique, notamment vis-à-vis de vos actionnaires.
Toutefois, il ne faut pas vouloir précipiter le passage en collège pour ensuite faire durer la phase de levée des conditions suspensives. D'autant plus que, une fois que votre dossier est passé devant le collège, toute modification que l'on considère comme substantielle des conditions que vous nous avez proposées, typiquement les prestataires auxquels vous avez recours, je vais vous prendre un exemple très précis, vous voulez avoir recours pour, Alexandre vous en a parlé tout à l'heure, émettre une carte de paiement, vous avez recours à un prestataire, généralement c'est plus simple, il y a des gens qui sont très forts et qui ont tous les services techniques pour le faire. Si vous nous annoncez un prestataire A, qu'on passe au collège avec ce prestataire et qu'en fait après vous décidez de changer de prestataire pour un prestataire B, il faut qu'on repasse devant le collège. Donc ça, il faut vraiment être très vigilant à ça. On comprend à nouveau que voilà, vous ayez envie de lancer votre activité, c'est normal et nous, ça nous plaît beaucoup de voir une place dynamique, mais il faut avoir conscience qu'il ne sert à rien de se précipiter à passer devant le collège si vous avez encore des doutes sur ces prestataires que vous allez utiliser. Calvo, c'est un équilibre à trouver entre vous et nous pour que l'on n'ait pas à repasser plusieurs fois au collège et qu'au final, l'empressement à passer se paie au moment de la levée des conditions suspensives par un nouveau passage qui fait à nouveau courir des délais. Donc voilà pour la procédure d'agrément qui a été brossée très rapidement. Comme vous l'a dit Alexandre, en fait, c'est un condensé d'échanges qui vont durer plusieurs mois. On va apprendre à bien se connaître généralement quand vous vous lancez là-dedans. Voilà. Le quatrième point qu'on voulait vous mettre, alors là c'est plus un point qui est lié à l'actualité et il porte sur le cumul de statuts. Alors le cumul de statuts régulés. En fait, ce qu'on remarque de plus en plus dans les dossiers que vous nous déposez, et c'est normal parce que ça vient avec la complexification des services, mais aussi avec des réglementations qui ont de plus en plus tendance à empiéter les unes sur les autres, on se rend compte que de plus en plus d'activités que vous souhaitez fournir impliquent la fourniture de services de paiement, mais également d'autres services, et donc impliquent des cumuls de statuts. Alors on a mis quelques exemples, le Buy Now Pay Later, alors en fait acheter maintenant, payer plus tard, ou les paiements en 4 fois, qui en fait cumulent à la fois des services de paiement, on l'a vu tout à l'heure, et l'ouverture d'une ligne de crédit, par exemple un crédit qui est fait, tant aux commerçants qu'aux clients d'ailleurs, aux clients payants. On a aussi des cas avec les plateformes de financement participatif, on appelle les PSFP, qui doivent encaisser des fonds pour opérer. Alors là, voilà, ça nous fait 2 statuts, PSFP, et puis un statut pour encaisser des fonds. On a aussi toutes les plateformes d'achat de vente d'actifs numériques, les PSAN, dont vous avez, je crois, parlé tout à l'heure, qui encaissent des fonds pour le compte de leurs utilisateurs. Vous voyez, pareil, il y a un service de paiement d'un côté et il y a un service autrement régulé de l'autre côté. Pareil, alors c'est très lié à ce qu'on vient de dire avant, des solutions de paiement qui sont associées à des actifs sur services numériques. Voilà, vous voulez faire du change, vous voulez proposer une carte de paiement qui est adossée à des cryptos. Voilà, en fait, vous voyez bien qu'il y a une jambe paiement, une jambe crypto. Dans ce contexte, en fait, ce qu'on remarque, c'est qu'il y a 2 grands choix qui sont possibles. Vous pouvez soit décider d'ouvrir 2 structures, une structure qui portera l'activité régulée A et l'autre qui portera l'activité régulée B, mais vous pouvez aussi choisir de cumuler les statuts au sein d'une même structure. Ça, on n'a pas à se prononcer là-dessus, c'est votre choix d'organisation. Ce que l'on remarque, c'est que je vais passer. Peut-être avant de passer au constat, c'est pour rappeler ce qu'on voit le plus souvent. Une fois, on vous a fait la liste des services là, et on vous met les services réglementés. Donc, quand vous voulez, par exemple, octroyer des crédits et fournir des services de paiement, alors vous pouvez le faire sous l'égide, on va dire, d'un statut d'établissement de paiement, comme vous l'a dit Alexandre tout à l'heure, excusez-moi. Mais vous pouvez également le faire en cumulant un statut de société de financement et d'établissement de paiement. Pour les services de financement participatif qui utilisent comme sous-jacent des services de paiement pour l'encaissement, il faut avoir un statut de PSFP, un statut d'agent PSP ou d'établissement de paiement. Idem pour tout ce qui touche aux crypto, il faut avoir un statut PSAN, a priori. Et ensuite, un statut pour faire l'agent de paiement, donc agent, établissement de paiement, établissement de monnaie électronique. Donc, en fait, tous ces statuts, comme je vous le disais préalablement, lorsqu'ils sont cumulés au sein d'une même structure, ce cumul au sein de la structure génère des complexités dont il faut que vous ayez conscience. Donc là, ce qu'on aimerait faire, c'est balayer très rapidement 3 grands sujets qu'il faut que vous ayez en tête lorsque vous décidez de cumuler ce type de statut pour vous aider et nous aider à aller plus vite. Donc le premier point, c'est de bien planifier ce qu'on pourrait appeler la co-instruction entre autorités. Parce qu'en fait, ces statuts, vous l'avez vu, on a parlé du PSFP, du PSAN. Ces 2 statuts sont du ressort de l'AMF. Tous les autres, tout ce qui touche au paiement, en fait, c'est chez nous à CP1. On discute entre autorités, c'est pas du tout un sujet. Mais il faut quand même avoir en tête que ces statuts différents obéissent
à des procédures différentes, et donc à des délais différents, et donc à des temporalités différentes. Donc, lorsque vous savez que vous souhaitez cumuler 2 statuts qui sont régis par 2 autorités différentes, lorsque vous venez nous voir, il faut vraiment nous en informer pour que, 1, on en ait conscience, 2, qu'on puisse nous renseigner auprès de l'autre autorité pour savoir où elle en est, ce qu'elle pense de la qualification que vous lui avez faite, et qu'on puisse également en fait, discuter entre autorités pour fluidifier l'instruction des demandes. Parce que bien évidemment, on a mis en place, pour les cas qu'on a déjà pu identifier, des moyens d'aller plus vite et d'éviter que vous n'ayez à séquencer et à vous faire une autorisation, au terme de cette autorisation, embrayer sur une autre, ce qui allongerait les délais, donc pour qu'on puisse mener en parallèle les 2 instructions. Donc vraiment, ce qui est important, c'est de nous le signaler et de bien planifier de votre côté les éventuelles différences de temporalité qu'il pourrait y avoir et de les provisionner ou de les prévoir dans votre plan d'affaires. Le deuxième gros enjeu, c'est, alors on a dit gérer les complexités liées au cumul. Alors en fait, ça c'est la partie qui est, je dirais, la plus importante pour vous. C'est que cumuler les statuts, ça peut entraîner un cumul d'exigences. Alors typiquement les exigences prudentielles, parce que l'argent est le nerf de la guerre, on le sait pas, on le sait bien, pardon. Le lapsus est révélateur. Si vous cumulez 2 statuts, ça veut dire qu'a priori il y a 2 types d'exigences prudentielles qui vont s'imposer et qui vont se cumuler. Donc ça veut dire qu'il faut bien prévoir, là, dans votre business plan, prenons un exemple, que pour un service, disons, de prestataire de services de financement participatif, vous allez avoir des exigences prudentielles, calculées, imaginons, sur le quart des frais généraux, et que pour la partie liée au paiement, il faut calculer, comme vous l'a dit tout à l'heure Alexandre, il faut calculer les exigences prudentielles liées au paiement sur la base des volumes. Donc ça va s'ajouter. Donc ça vous fait plus d'argent à prévoir. Il faut vraiment ça, bien en avoir conscience. Bien en avoir conscience. Le deuxième point, c'est des reportings, bien évidemment. Vu que vous cumulez les statuts, vous allez devoir cumuler les reportings, qui plus est à des autorités différentes. Donc il faut bien avoir ça en tête, d'autant plus que lorsque vous avez une jambe paiement, puisque c'est ce qui nous intéresse aujourd'hui, a priori, lorsque vous cumulez des statuts au sein d'un établissement de paiement, votre établissement devient de jure, si je puis dire, hybride. Et alors en fait, le statut hybride implique la fourniture d'états comptables assez complexes, c'est-à-dire qu'il faut fournir des états comptables pour la société en tant que telle, puis ensuite une annexe liée au paiement, puis une annexe liée, imaginons, pour la fourniture de services sur les cryptoactifs. Donc il faut bien prévoir ces complexités en amont, parce que si vous le découvrez au moment de la procédure de l'instruction, en fait ça va vous retarder, et ça va retarder tout le monde, et on ne pourra pas vous agréer si on ne se rend pas compte que vous suivez ces exigences. Un autre point peut-être que l'on n'a pas mis, et qui est aussi très important, c'est prendre en compte les limitations liées au statut que vous choisissez. Typiquement, le cas le plus important, c'est celui de la société de financement. Alors, on s'éloigne un peu du paiement, mais si vous souhaitez faire du crédit sous le statut d'une société de financement, il faut savoir qu'une société de financement, elle est soumise à un principe de spécialisation. C'est-à-dire que vous ne pouvez pas tirer plus de 10% de votre activité, des revenus de votre activité, de votre PNB, pour le dire vite, d'une activité dite non bancaire. Donc pareil, ça, il faut bien l'avoir en tête, et il faut bien le prévoir dans le business plan, parce que si on se rend compte que dans vos hypothèses, vous dépassez cette portion congrue pour une activité non bancaire, on ne pourra pas vous agréer. Et enfin, le dernier point, je vous l'ai déjà dit, la double supervision, elle implique très souvent un double reporting propre à chaque autorité. Donc il faut vraiment se mettre en capacité de déclarer ensuite votre activité à chaque autorité. Et enfin, le troisième grand point, c'est un peu la contrepartie de cette complexité qu'on a mentionnée avant. C'est, pour vous, ce qu'on attend, c'est que vous identifiez les synergies entre les statuts. Qu'est-ce qu'on entend par synergie entre les statuts? C'est que même si on applique des exigences prudentielles ou réglementaires différentes, par exemple entre une activité sur crypto et une activité sur paiement, on s'attend quand même à ce que, lorsque ces 2 activités sont cumulées au sein d'une même structure, que vous soyez en mesure de dégager des éléments utiles d'une partie de l'activité pour informer l'autre, et vice-versa. Le meilleur exemple, c'est les dispositifs de LCBFT. En fait, si vous avez une activité sur cryptoactifs d'un côté et une activité sur paiement de l'autre, on s'attend à ce que votre dispositif de LCBFT prenne en compte les informations que vous pouvez retirer, par exemple sur la partie crypto, si vous avez des outils d'analyse des transactions sur la blockchain, et que vous soyez en mesure d'utiliser ces informations pour la partie paiement. Donc ça, c'est ce qu'on attend. Vous ne pouvez pas venir nous voir et nous dire, dans une même structure, je vais cumuler, je vais avoir 2 dispositifs complètement séparés qui ne communiquent pas, bien entendu.
Il en va de même pour le contrôle interne. On s'attend à avoir une cartographie partagée, cartographie des risques partagés, qui nous permettent de bien voir que vous avez des personnes qui prennent en compte l'ensemble des risques et qui les traitent de manière centralisée, avec une vision globale. Vous ayez des remontées d'informations qui permettent de bien voir que les deux types d'activités remontent bien vers les responsables des contrôles. Donc on s'attend, en fait, quand vous nous produisez vos procédures de contrôle, à pouvoir trouver ces exigences communes aux deux types d'activités. Voilà ce qu'on avait à vous dire, nous, côté ACPR, sur les actualités. Donc on va passer la parole à nos collègues de la banque. Merci beaucoup. Donc, l'objectif de cette présentation, c'est de vous présenter le rôle de la Banque de France en matière de surveillance des moyens de paiement. Et je précise que quand on parle de moyens de paiement ici, on vise l'ensemble des moyens de paiement, sauf la monnaie fiduciaire, donc sauf les pièces et les billets. Autrement dit, on ne va parler que de ce qu'on appelle les moyens de paiement scripturaux. En effet, la mission dont je vais vous parler est celle qui est prévue par l'article L141.4 du Code monétaire et financier. Il confie à la Banque de France la mission de s'assurer de la sécurité des moyens de paiement autres que fiduciaires. Alors, qu'est-ce qu'un moyen de paiement ? La définition est large. Le Code indique que les moyens de paiement sont tous les instruments qui permettent à toute personne de transférer des fonds, quel que soit le support ou le procédé technique utilisé. Donc, dès lors qu'il y a un transfert de fonds, l'instrument utilisé, quel qu'il soit, est un moyen de paiement et devra donc répondre à l'ensemble des exigences réglementaires applicables. Alors ensuite, comment et à quelle occasion la Banque de France exerce sa mission de surveillance ? Elle le fait d'abord avant que l'entreprise qui entend commercialiser le moyen de paiement commence son activité, c'est-à-dire au moment de la demande d'autorisation à la CPR. Et ensuite, elle exerce cette surveillance à l'occasion du contrôle permanent et des contrôles sur place, c'est-à-dire que dès lors que ceux-ci portent sur la sécurité des moyens de paiement, la Banque de France y est associée. Alors, quel est le corpus d'exigences réglementaires qui est contrôlé par la Banque de France ? C'est un corpus qui vient notamment de normes européennes, en particulier la deuxième directive sur les services de paiement, qui, comme vous le savez, donc, est en cours de révision, qui va être fusionnée avec la directive sur la monnaie électronique, et qui va donner lieu à une directive et un règlement directement applicables, ce qui permettra de limiter autant que possible les divergences d'application d'un État membre de l'Union européenne à l'autre. Il y a aussi d'autres règles européennes, qu'elles soient déjà en vigueur ou en cours d'adoption. Par exemple, il y a un projet de règlement sur les virements instantanés qui va modifier le règlement SEPA. Il y a aussi des règles européennes d'ordre technique, les fameux RTS. À ces règles s'ajoutent des référentiels de sécurité qui peuvent être définis par l'Eurosystème ou par la Banque de France, ainsi que des recommandations qui sont émises par l'Observatoire de la sécurité des moyens de paiement, auquel participent de nombreux acteurs représentatifs du secteur des paiements et dont le secrétariat est assuré par la Banque de France. Alors, ces règles s'articulent autour de 4 grands axes qui permettent d'assurer la sécurité des moyens de paiement. Le premier, mais Chan y reviendra plus précisément après, l'authentification forte du payeur, issue de la deuxième directive sur les services de paiement, qui exige, comme vous le savez aussi sans doute, 2 facteurs d'identification parmi 3 familles. C'est-à-dire qu'il faut identifier le payeur à la fois soit par un facteur de possession, comme par exemple posséder un téléphone portable, un facteur de connaissance, comme connaître un mot de passe, et un facteur d'inhérence, comme une empreinte digitale ou la reconnaissance faciale. Donc il faut deux facteurs qui appartiennent à cette famille, enfin à une de ces 3 familles. Et donc la mise en place de l'identification forte a permis de réduire considérablement la fraude. Le deuxième volet, c'est l'identification des opérations à risque. Donc en pratique, c'est essentiellement le scoring des opérations pour évaluer leur niveau de risque. Troisième volet, c'est la sécurité physique et logique, donc aussi bien la protection physique des data centers que la protection des systèmes d'information. Et le dernier point, c'est la vigilance des utilisateurs, c'est-à-dire qu'il y a quand même un rôle de conseil, de sensibilisation des utilisateurs. Il faut leur donner aussi les moyens de signaler les cas de fraude et, le cas échéant, d'être indemnisés. Alors, regardons de plus près maintenant le processus de demande d'agrément par un établissement de paiement ou par un établissement de monnaie électronique qui souhaiterait commencer son activité impliquant une mise à disposition d'un moyen de paiement.
Donc l'établissement doit d'abord déposer son dossier à la CPR. La CPR va instruire ce dossier, comme l'ont expliqué mes collègues, à l'exception du volet relatif à la sécurité des paiements. La CPR en fait transmet le dossier à la Banque de France qui examine cet aspect en parallèle. Ensuite, après analyse par la Banque de France et éventuels échanges avec l'établissement, la Banque de France délivre un avis sur la sécurité du moyen de paiement envisagé et elle le transmet à la CPR. Et l'ensemble du dossier est ensuite remis au collège qui va décider de délivrer l'agrément ou pas, le cas échéant assorti de conditions suspensives. Et on traite également les demandes d'exemption, d'agrément des établissements de paiement et de monnaie électronique. Merci Yolène. Alors, la Banque de France, comme disait Yolène, participe dès les premières réunions que vous avez avec la CPR. Nous y sommes invités. Et à ce moment-là, vous présentez votre projet et nous serons là pour vous aider à pointer sur éventuellement les oublis sur les aspects sécurité ou alors poser des questions complémentaires pour notre propre compréhension du dossier. Donc l'avis de sécurité que nous faisons suite à la transmission de vos dossiers que vous avez déposés sur le portail, nous récupérons donc vos pièces PDF ou Word ou Excel pour déterminer 4 choses. Donc la sécurité commence tout d'abord par le cadre, qui est donc comprendre ce que vous cherchez à proposer, quel service de paiement vous proposez. Ensuite, on va apprécier le cadre de la surveillance que vous avez mis sur vos services de paiement. Et ensuite, nous allons évaluer la sécurité de vos systèmes. Et enfin, ce que vous mettez en place pour la prévention de la fraude. Donc comprendre l'activité, c'est d'abord, et je vous encourage fortement à fournir le plus d'éléments graphiques possible, c'est-à-dire des diagrammes, des flux qui nous permettent de comprendre les interactions entre les différents acteurs que vous sollicitez ou que vous mettez en place vous-même, des différentes unités, pour comprendre les flux d'échanges et aussi les instruments de paiement que vous mettez en place, dans quel sens ça va, et ensuite, éventuellement aussi, ces schémas se transforment ensuite vers des schémas plus détaillés, des schémas d'architecture, où vous détaillerez le contenu et les sécurités que vous mettez pour sécuriser ces flux. Donc, à ce moment-là, on va regarder, une fois qu'on a bien compris ce que vous proposez, on va vérifier donc l'organisation que vous mettez en place et les dispositifs de contrôle. Alors, la CPR en fait une grande partie. Nous, on va s'intéresser à cela surtout sous le prisme des moyens de paiement et la sécurité des moyens de paiement. Donc, c'est les éléments principaux, on va dire, c'est la cartographie des risques. On va vérifier si vous avez bien identifié les risques de fraude interne, externe, sur la protection de vos instruments de paiement, sur la protection des données sensibles, sur les attaques sur votre système d'information, par exemple, et ainsi que le contrôle que vous faites par rapport à vos prestataires de services essentiels externalisés. À ce moment-là, on va regarder dans les contrats que vous avez avec eux, ou au moins les projets de contrat. En général, c'est souvent les projets de contrat. Si vous avez des clauses justement d'audit à l'initiative de vous-même ou des autorités comme la CPR ou comme le CPR. Et nous allons aussi regarder les exigences que vous avez en termes de qualité de service, donc SLA ou QoS, que ce soit en anglais ou en français. Donc, pour tout ce qui est aspect continuité d'activité. Donc là, je reprends l'élément de la cartographie des risques que j'avais déjà signalé sur le slide précédent.
le traitement réactif des incidents. Alors ça, il s'agit surtout de voir quel est votre processus de transmission des alertes aux différents comités de surveillance interne. Et ensuite, tout ce qui concerne aussi les déclarations vers les autorités, notamment sur les incidents majeurs, par exemple, vers la Banque de France. Et enfin, nous regardons aussi ce que vous mettez en place pour les consommateurs, pour vos utilisateurs, en termes d'assistance en cas de fraude et contestation des opérations. Donc il s'agit en général, vous avez souvent une équipe dédiée à ça, qui va traiter les emails, les demandes par email ou par téléphone. Alors, pour passer à la sécurité physique et logique, nous allons regarder d'abord les instruments de paiement que vous mettez en place. Donc, en fonction des caractéristiques des instruments que vous souhaitez mettre en place, chaque instrument comporte des risques techniques que vous devez couvrir et identifier d'ailleurs. Et nous, par rapport à nos connaissances sur ces instruments, nous allons regarder si les protections que vous avez mises en place sont suffisantes ou insuffisamment détaillées dans vos dossiers, auquel cas nous allons faire des échanges pour vous poser des questions pour les détails ou éventuellement mettre en place des solutions techniques alternatives par rapport à ce que vous avez proposé, car nous estimons qu'elles ne couvrent pas suffisamment elles ne permettent pas d'atteindre un niveau de sécurité suffisant. Ensuite vient le système d'information. Donc c'est là où vous avez les schémas d'architecture technique. Nous regardons comment vous gérez les droits d'accès, l'identification des données sensibles et comment vous les protégez. Donc, données sensibles de paiement. Vous avez aussi également les données sensibles RGPD, mais ces informations-là sont plus en dehors de notre scope pour la vie. Nous regardons surtout les données de paiement. Comment vous procédez aux sauvegardes, la gestion des certificats de chiffrement et des clés de chiffrement, notamment par exemple dans les services où vous utilisez les API des PSE. Il y a la gestion des tokens de consentement, etc. Donc comment vous devez les protéger, quelle est votre maîtrise sur ces sujets-là. Il faut aussi détailler les algorithmes de chiffrement que vous appliquez sur les sauvegardes, sur les différentes communications. Et donc, enfin, ces derniers temps, on a reçu pas mal de dossiers de projets souhaitant utiliser les blockchains pour enregistrer des transactions, par exemple. Et donc, ces technologies qui sont décentralisées, vous ne maîtrisez pas l'aspect sécurité directement, mais on vous demande une surveillance de l'aspect sécurité sur ces blockchains. Et ce que vous maîtrisez, ce sont les smart contracts. Et donc, sur ces dossiers, nous portons une attention particulière sur comment vous protégez le développement de vos smart contracts. Et donc c'est pour ça que nous demandons qu'il y ait une politique de gestion vraiment spécifique aux smart contracts. Enfin, dans notre avis sécurité sur les dossiers
mettent en œuvre des blockchains ou utilisant des blockchains publiques, il faut que vous citiez les blockchains que vous souhaitez utiliser et l'avis portera seulement sur celle-là. Tout ajout ou tout changement devra faire l'objet d'une demande complémentaire. Et enfin, pour la lutte contre la fraude, nous allons regarder toutes les étapes d'enrôlement des clients, des équipements et comment vous appliquez l'authentification forte des payeurs et éventuellement les exemptions sur l'authentification forte. La surveillance des opérations, donc mise en place des scorings et traitement des risques liés à ces opérations. Et ensuite, nous portons une attention particulière aussi sur la sensibilisation des utilisateurs et les équipes de collaborateurs. Pour terminer cette présentation, on a prévu deux petits focus sur deux types de reporting qui s'imposent aux établissements. D'abord, des obligations de déclaration statistique. Les prestataires de services de paiement doivent remettre dans le portail OneGate de la Banque de France des informations statistiques qui portent d'une part sur l'utilisation des moyens de paiement et d'autre part sur les cas de fraude constatés lors de l'usage de ces moyens de paiement. Donc, ça doit être fait de manière régulière selon une fréquence trimestrielle pour certaines données et semestrielle pour d'autres. Ces obligations de déclaration statistique sont principalement issues d'un règlement de la Banque Centrale Européenne qui précise l'ensemble des données qui doivent être mises à la Banque de France. Et la Banque de France se charge de les transmettre ensuite à la Banque Centrale Européenne. Par ailleurs, si un prestataire de services de paiement modifie de manière structurante son offre de moyens de paiement ou son dispositif de lutte contre la fraude, il doit décrire ces changements dans le cadre du rapport de contrôle interne qu'il doit remettre à la CPR, toujours via le portail OneGate. Ensuite, il existe des obligations de notification dans certains cas. D'abord, lorsqu'un prestataire de services de paiement constate un incident de sécurité majeur, ce prestataire de services de paiement doit alors informer la Banque de France sans retard injustifié. Le signalement doit être envoyé à l'adresse email qui est indiquée dans la diapositive. La Banque de France alors évalue l'incident, prend au besoin les mesures appropriées et si elle estime nécessaire, informe la CPR. Ensuite, normalement, un paiement effectué par un prestataire de services de paiement alors qu'il n'avait pas été autorisé doit être remboursé par ce prestataire à son client. Mais si le prestataire de services de paiement suspecte une fraude de l'utilisateur, alors il peut ne pas rembourser immédiatement ce paiement. C'est un autre cas de figure où il doit informer la Banque de France et il le fera cette fois via le portail OneGate. Enfin, dernier cas d'exigence de notification, si un prestataire de services de paiement gestionnaire de compte bloque l'accès d'un compte de paiement en ligne qu'il gère à un autre prestataire de services de paiement en raison d'un accès non autorisé ou frauduleux, il doit également notifier la Banque de France. Voilà, pour cet aperçu des contours et du contenu de la mission de surveillance des moyens de paiement scripturaux exercée par la Banque de France. On voit qu'avec le développement de l'innovation, et en particulier la tokenisation de la finance, c'est un métier en perpétuelle évolution et qui doit relever de nouveaux défis. Il faut en effet réussir d'une part à bien identifier les nouveaux risques associés à ces changements. Ils sont bien sûr identifiés avant tout par vous, par les acteurs concernés, mais la Banque de France doit vérifier la pertinence de cette évaluation. Comme le mentionnait tout à l'heure, par exemple, évaluer les risques associés à l'utilisation d'une blockchain. Et autre défi, il faut réussir à cerner précisément les contours de notre mission dans un contexte où la frontière entre le transfert de fonds et le transfert d'actifs qui sont utilisés en pratique comme s'ils étaient des fonds peut créer un certain flou sur le périmètre des moyens de paiement et donc sur le périmètre de leur surveillance. Merci.